Le face-à-face d'André Berkoff avec Alain Juillet, ex-directeur de la DGSE. Bonjour Alain Juillet. Directeur du renseignement de la DGSE. Alors Alain Juillet, je suis très heureux de recevoir Alain Juillet. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises et dans des conférences et ça fait toujours vraiment plaisir de l'entendre et on apprend. Alors, directeur du renseignement et de la DGSE, faut le rappeler, et ancien responsable chargé de l'intelligence économique auprès du Premier ministre français. Alors Alain Juillet, vous aussi, vous n'avez pas votre langue dans votre poche et vous avez le plaisir de la distance et la lucidité, ça, c'est toujours bon à prendre ça. Au fond, je voudrais commencer par parler un peu de ce qui se passe, vous voyez, de ce qu'on a eu depuis en géopolitique, que ce soit Russie-Ukraine d'un côté et Proche-Orient de l'autre. Mais moi, je voudrais vraiment que vous me disiez ce que vous pensez des narratifs que l'on peut entendre, que ce soit de la part des responsables, que ce soit de la part d'un certain nombre de médias, et de la réalité. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle, je dirais pas abîme, mais quand même un tel fossé, la plupart du temps, entre ces narratifs, et on les vit en ce moment, et le réel? Alors, il y a plusieurs choses, en définitive. D'abord, il y a le fait que les gens, est-ce que c'est par conditionnement, est-ce que c'est par habitude, c'est difficile de le dire, mais les gens en général, le public en général, maintenant réagit à l'émotion, il ne réagit plus sur le rationnel. C'est très frappant. Donc, tout ce qui se passe est interprété sous le côté émotionnel, par le côté émotionnel, et du même coup, on passe complètement à côté de la réalité telle qu'elle est. Ce que vous venez de dire, d'ailleurs, regardez sur l'Eurovision, que j'écoute à l'instant, où en définitive, le public a voté émotionnellement, n'a absolument pas voté sur la qualité des candidats, parce que s'il avait voté vraiment sur la qualité des candidats, le classement n'aurait rien à voir avec le classement qu'on a vu. On est en plein là-dedans, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il faut bien voir que nous sommes rentrés dans un monde dans lequel l'influence, les opérations d'influence menées par d'autres pays, et pas seulement d'un côté, mais de tous les côtés. Car c'est ça qu'il faut voir. Vous voulez dire la guerre de l'information, la guerre de l'information, maintenant, elle est générale, et on a des manipulations de l'information qui sont faites par des ennemis de la France, comme par des amis de la France, si vous voulez. C'est ça. Quand vous voyez ce qui s'est passé en Ukraine, par exemple, il est évident qu'il y a eu une manipulation de l'information dans tous les sens. D'un côté par les Russes, mais de l'autre côté par les Américains et par, je dirais, les principaux acteurs de l'OTAN. Quand vous voyez l'histoire d'Israël et de la Palestine, on voit qu'évidemment, il y a des opérations d'influence dans les deux sens actuellement aussi. Alors, toute la difficulté là-dedans, c'est essayer de voir, de tirer le bon grain de livret, d'extraire le bon grain de livret, c'est pas facile, parce que pour ça, il faut être très rationnel. Et puis, il ne faut pas croire ce qu'on entend directement, il faut essayer de recouper l'information en disant, tiens, que disent, par exemple, sur un problème, que disent les Russes, que disent les Américains, que disent les Chinois. Et se faire son propre jugement, Exactement. Ouais. Et là, à ce moment-là, alors, c'est d'autant plus difficile aujourd'hui qu'avec les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux, vous avez des gens qui sont, on le sait bien maintenant, qui sont poussés par certains pays pour délivrer des messages qui vont peu à peu tordre l'esprit des gens. On le voit. Alors nous, on en parle en politique en disant il y a dans les campagnes présidentielles, aux États-Unis, en France et ailleurs, il y a des interventions de certains. Moi, je vais dire non, il y a des interventions de tout le monde. C'est ça. Seulement, absolument. On ne parle pas de nos alliés, on parle toujours des ennemis. Alors, selon les moments, l'ennemi n'est pas le même, donc on ne parle pas des mêmes. Mais alors, Alain Juillet, justement, prenons un exemple, parce que c'est vraiment chimiquement pur, Russie-Ukraine. Pourquoi nous, Français, nous, Européens, avons suivi quasi aveuglement, je parle de la majorité, le narratif américain, alors qu'on aurait pu, sans du tout, et bien même le narratif russe est tout aussi entaché de déformation et de désinformation. Mais nous, la plupart de nos élites, ou de nos élites, qu'elles soient politiques ou médiatiques ou autres, ont absolument suivi, rappelez-vous, c'était Hitler-Poutine, Churchill-Zelensky, etc. Qu'est-ce qui fait que ça a mordu, et ça mord encore, d'une façon, et puis le reste n'existe pas, ce sont l'ennemi, c'est le camp du mal, on n'a pas à les écouter. Oui, voilà. Vous avez répondu en partie déjà à la question, parce que, en définitive, toute la technique maintenant, c'est de mettre
d'un côté le camp du mal, de l'autre côté le camp du bien. C'est Star Wars, si vous voulez, les blancs et les noirs. Hein. Bon, alors on vous dit, lui, Poutine, c'est un monstre, c'est un tueur. Alors on nous disait aussi, il est malade, il va mourir, il va être renversé, enfin tout y passe. Hein. Et, oui, et depuis 1 an et demi, 2 ans, on dit ça. Non, il a tous les défauts. Hein. On lui reconnaît quand même un peu de tête, un peu de réflexion, mais pas beaucoup. En gros, c'est ça. Mais c'est l'intelligence de Satan. Voilà, c'est Satan. C'est Satan avec tout ce que ça comporte. Et de l'autre côté, par contre, c'est une pure merveille qui est... Bon, la vérité, c'est que il y a du mal et du bien dans les deux camps. Hein, dans l'affaire, effectivement, dans l'affaire ukrainienne, on sait très bien il y a du pour et du contre des deux côtés. Hein. Il y a eu les Russes ont effectivement attaqué. Là-dessus, il y a pas photo. Hein, suite à une monstrueuse erreur des services de renseignement russes, ça c'est clair et net. Ils n'auraient pas dû faire cette guerre à ce moment-là, ça c'est clair. Mais d'un autre côté, il faut bien dire aussi que de l'autre côté, ça faisait des années qu'ils faisaient tout pour que ça arrive. Le Donbass et autres. Donc, si vous voulez, on sait très bien que la tension peut arriver à un moment où il allait avoir un clash. Tout le monde le savait. Le problème, c'est pourquoi nous, on a pris parti alors que on n'était pas mêlés à ça au départ. Hein, L'Ukraine était pilotée, je dirais, par les Américains et par les Anglais. Les Anglais et les Américains plutôt. Hein, et donc nous, on n'était pas dans le coup. On avait essayé avec l'Allemagne, dans les accords de Minsk, de calmer le jeu. Bon, là, il y a un passage un peu douteux. On a vu les confessions de Hollande. Hein, oui, on a vu les confessions de Hollande. Et d'Angela Merkel, on voulait juste gagner du temps. Parce qu'on savait qu'il fallait préparer la guerre, ce qui veut dire que donc ils étaient convaincus qu'il allait avoir la guerre. Hein, et donc, ou par provocation, ou eux allaient la faire. Enfin, donc, on voit bien, rien que par cette déclaration, on voit que le message qu'on nous a fait passer était complètement faux. On a été manipulés totalement. Hein. Et pourquoi ? Pardon, Alain Juillet, oui. Pourquoi les Français, qui ne sont pas les Français ou un certain nombre d'Européens, ont accepté cette manipulation, au lieu de se dire, bon, sans être neutre, on peut quand même peser le pour et le contre ? Qu'est-ce qui a fait que... je vais vous dire, moi ça m'a rappelé... cette affaire d'Ukraine, ça me rappelle beaucoup l'affaire de l'Irak, où à l'époque on avait en France un président qui s'appelait Jacques Chirac, qui a refusé de suivre les Américains. Et il s'est fait traiter, et la France s'est fait traiter de tout. N'empêche que c'est la France, on l'a vu plus tard, c'est la France qui avait raison. Et maintenant, tout le monde le reconnaît. Mais à l'époque, souvenez-vous, ça a été une horreur. C'est exactement la même chose. Moi, je suis convaincu qu'une fois que cette guerre va s'arrêter, parce qu'elle va s'arrêter, c'est obligé, hein, lorsqu'elle va s'arrêter, on va s'apercevoir que on pouvait effectivement l'éviter. Je reconnais d'ailleurs à Emmanuel Macron, notre président, d'avoir eu la volonté de tenter de le faire quand il a été voir Poutine à Moscou. Bon, ça n'a pas marché, ça c'est autre chose. On peut discuter sur comment ça a été fait et tout, ça c'est autre chose. Mais il y avait une volonté d'essayer de trouver une solution. Comme Sarkozy avait trouvé une solution pour la Géorgie, à l'époque de la guerre en Géorgie, il avait arrêté. Bon, mais les pressions étaient telles que c'était quasiment déjà impossible. On va en parler tout de suite après cette petite pause, Alain Juillet, pour savoir effectivement est-ce que la guerre est pliée ou pas aujourd'hui, et ce qui s'est passé vraiment au moment d'ailleurs à Ankara, rappelez-vous, un mois après l'invasion russe. Exactement, tout à fait. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et avec Alain Juillet, ex-directeur du renseignement de la DGSE, ancien responsable chargé de l'intelligence économique auprès du Premier ministre français. Et justement, il s'agit du renseignement, de l'intelligence, qu'elle soit économique ou géopolitique. Alain Juillet, franchement, aujourd'hui, si on parle, à l'heure où on parle, du point de vue de la guerre, est-ce que ce n'est pas déjà plié, à votre avis ? Oui, je crois qu'il faut être objectif, si vous voulez. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis 2 ans, on s'aperçoit que les Russes ne sont pas très bons en offensive. Enfin, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas été très bons en offensive. Par contre, ils se sont révélés excellents en défensive. Et c'est là où on s'est fait avoir, c'est que les Occidentaux pensaient que les troupes ukrainiennes, avec le matériel américain, français, anglais et autres, allaient enfoncer les troupes russes. Ça s'est pas du tout passé comme ça.
Donc ça, c'est clair. On a d'un côté alors les Ukrainiens aujourd'hui, ils souffrent de beaucoup de choses. Bon, on leur donne des moyens, certes, et puis ça va revenir. Il y a eu un moment un petit trou, mais il faut pas non plus exagérer, ça va revenir. Oui, mais est-ce que ça suffit? Mais ça suffit pas. Mais non, ça suffit pas parce que en réalité, ils ont plein de problèmes. Le premier problème qu'ils ont, c'est un problème d'hommes. Il y a eu beaucoup de pertes. Là aussi, il faut arrêter de dire les Russes sont fait massacrer et puis les Ukrainiens n'ont pas eu de mort. Non, il y a autant de morts d'un côté que de l'autre, en gros. Hein. Alors les chiffres varient. On peut penser qu'on est à peu près actuellement en total à 500 000 morts, 250 000 de chaque côté, plus les blessés. Multiplié par 2 ou par 3, vous avez quand même beaucoup. Oui. Pour un pays qui fait un peu plus de 40 millions d'habitants et qui a vu une partie de ces jeunes partir à l'étranger pour pas faire le service militaire. Ils sont plusieurs millions à l'étranger. Oui, pour ne pas faire, la guerre. Hein, et ben évidemment, ils se retrouvent aujourd'hui avec un vrai problème. D'ailleurs, on l'a vu. La semaine dernière, ils ont passé un décret disant que les détenus pouvaient être utilisés. Or, souvenez-vous, quand les Russes ont fait ça, ce qu'on dit les Occidentaux, ils ont c'est un scandale, c'est honteux, Poutine, ce monstre. Ben, on fait exactement la même chose, hein. Les détenus vont être utilisés aussi, et vous avez vu qu'on a prolongé, on a allongé sur l'écart, enfin le nombre de gens, enfin augmenté le nombre de gens qui doivent faire leur service militaire, donc partir à la guerre, avec une conséquence, c'est que maintenant on a des gens qui sont sur le terrain, qui ont 50 ans. Or on sait très bien qu'une troupe de gens de 50 ans n'a pas la capacité de faire la guerre comme une troupe de 20 ans. Donc on est dans un système dans lequel ça ne peut pas se terminer bien. Donc il va falloir négocier. Moi je passe mon temps depuis 2 ans à le dire. Depuis d'ailleurs le moment où, vous vous en souvenez, un mois et demi après le début de la guerre, il y a eu une négociation entre les... Absolument. Et ils étaient prêts à signer, mais M. Johnson, Boris, de son prénom, est arrivé. Hein, et a dit à Zelensky, n'est pas question que vous signiez, on va gagner, il faut continuer. Alors que les négociateurs des deux côtés, à Antalya, en Turquie, avaient négocié justement, et les provinces russes étaient autonomes, sauf la Turquie qui devenait russe, mais les autres étaient autonomes. Réellement autonome. La Crimée. Sauf la Turquie, la Crimée. La Crimée. La Crimée devenait totalement russe et les autres étaient totalement autonomes. Exact. Bon, c'était pas un mauvais accord. Quand on va voir l'accord, quand on va arriver maintenant, vous verrez que cet accord-là était bien meilleur. Mais comme vous l'avez dit, M. Johnson a considéré qu'au nom des Occidentaux, il fallait continuer. Donc des centaines de milliers de morts pour rien. Mais moi, c'est ce que je pense. Le drame de cette guerre, ça m'a fait traiter de pro-russe, ça m'a fait traiter de complotiste et tout, je m'en fous. La réalité, c'est que aujourd'hui, depuis pratiquement 2 ans maintenant, on fait tuer des gens pour rien, parce qu'on sait très bien comment ça va se terminer au niveau de la négociation. Bien sûr. Et tout le monde le sait et fait semblant de ne pas le savoir. Est-ce qu'à votre avis, alors, est-ce que ça va aller au moins jusqu'aux élections américaines de novembre ? Alors c'est la question, si vous voulez, parce que ça va dépendre, je dirais, ça va dépendre de ce qui va se passer avec les Russes. Vous avez vu que les Russes progressent sur la partie nord vers Kharkov. Bon, ça, c'est une manœuvre qui a été relativement bien jouée, parce qu'ils ont fait croire, tous les médias occidentaux... qu'ils allaient prendre Kharkov. Ils allaient prendre Kramatorsk. Tout le monde disait qu'ils allaient partir vers Tchatchijar et vers Kramatorsk, et au centre donc du front, et pas du tout, Gerasimov attaque par le nord, et là il surprend tout le monde. Et visiblement, en face, ils n'avaient pas prévu ça. Donc, mais est-ce que cette progression russe ira jusqu'à Kharkov? Et même, ils vont pas prendre Kharkov en un mois. Des grandes villes aujourd'hui, on peut pas les prendre comme ça. Hein, et je vois pas un déluge de feu sur Kharkov comme on a connu à Alep, à Mossoul, ou maintenant dans la bande de Gaza. Donc, je pense que de toute manière, si ça va mal, on négociera tout de suite. Si ça va pas trop mal, je pense qu'il faudra attendre l'arrivée de Trump, puisque personnellement j'en suis convaincu qu'il va arriver. Et l'arrivée de Trump. Vous pensez qu'ils vont pas arriver à l'empêcher de se présenter comme moi je pense que c'est. Non, je pense que c'est que lui-même là. Bon, il y a encore cette histoire de procès avec la jeune femme là. Mais je crois que c'est trop tard maintenant. C'est trop tard. Et d'ailleurs, on le voit bien quand vous voyez. Le président Biden annoncer qu'il n'enverra plus d'obus aux Israéliens parce qu'il est en train de perdre le vote des Arabes américains. Oui, qui traditionnellement votent. Traditionnellement, les Arabes américains votent démocrates.
Et pour lui, comme ça se joue à 2 ou 3% près, perdre 1 ou 2% des voix, c'est dramatique. Donc c'est pour ça qu'il a fait cette déclaration. Il dit j'arrête d'envoyer des bombes comme ça, mais je continue à les appuyer pour le dôme de fer. Donc je continue à protéger Israël en tant qu'État, mais je ne cautionne plus ce qui se passe à Rafah et compagnie. Ouais. Voilà, pour essayer de récupérer les voix. Mais à mon avis, même avec ça, d'après les sondages, il ne les récupérera pas. Mais alors justement, Alain Juillet, revenons un peu à la France, à notre cher et doux pays, vieux pays, comme disait un certain général. Oui. Et vous avez été à la DGSE, et puis vous connaissez bien la chose. Qu'est-ce qui fait quand même que, pour prendre un exemple très précis, on en parlait hors antenne, qu'est-ce qui fait que quand Madame Merkel va voir Monsieur Xi Jinping en Chine, elle y va toute seule, comme Monsieur Scholz va tout seul, Premier ministre, il va tout seul, et que quand nous accueillons Xi Jinping à Paris, Emmanuel Macron le reçoit, mais il n'est pas seul, il est à Madame Ursula von der Leyen. Qu'est-ce que ça traduit ? Selon le point de vue où on se place, il y a deux possibilités. Ou bien on est déjà complètement vassalisé par la Commission européenne et l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on n'a plus les moyens de faire notre politique tout seul, parce que notre situation financière est désastreuse, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font que on nous prend plus au sérieux. Ça, c'est la première option. La deuxième, c'est que notre président, ça c'est un secret pour personne, voudrait ou souhaiterait être le patron de l'Europe après avoir été le patron de la France. Je crois que là-dessus, il n'y a pas de doute. Il l'a dit, il l'a laissé entendre. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et que dans ce cadre-là, il se dit, pour montrer que je suis vraiment un parfait Européen, j'emmène la chef de la Commission, de manière à ce que tout le monde sache que je ne fais rien qui va contre les intérêts européens. Le problème, c'est que quand M. Scholz va négocier avec Jinping, c'est dans l'intérêt spécifique de l'Allemagne, et quand Mme Merkel a été voir Jinping, juste avant son départ, quand elle était encore chancelière, elle y a été toute seule, alors qu'on lui a dit « vous allez toute seule ». Oui, et c'est moi qui vais négocier l'accord pour l'Europe. Donc l'Allemagne a négocié. C'est moi seul, Merkel qui va négocier. Pour l'Europe. Alors évidemment, quand on a vu l'accord qui a été signé, il est évidemment très favorable aux Allemands. Enfin ça, c'est évident. Elle n'allait pas en plus nous favoriser les Français, les Espagnols ou les Italiens. Bon, donc on voit bien que d'un côté, il y a des gens qui font une vraie politique. Et les Allemands essaient de se sortir du piège dans lequel ils sont. Nationale. Mais totalement nationale. C'est la souveraineté allemande, c'est clair, il n'y a pas photo là-dessus. La priorité, c'est l'Allemagne. Allemagne avant tout, c'est clair, mais il y en a d'autres qui font la même chose. Et puis, regardez même Mélanie. Mélanie est en train de faire, on n'en parle pas en France, mais Mélanie est en train de faire un travail incroyable au niveau international sur le bassin méditerranéen. Ah oui. Ah oui, on la voit arriver partout. Et elle passe des accords avec les uns, avec les autres, et nous, on perd pied. Très intéressant, on va en parler juste après une petite pause. Et Lucien, rappelons le... Oui, vous avez la parole sur Sud Radio. 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler pour interpeller André Berkoff, pour interpeller Alain Juillet. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et je rappelle Alain Juillet qu'en tant qu'ex-directeur de renseignement de la DGSE et ancien responsable, vous avez travaillé avec plusieurs premiers ministres, plusieurs présidents. Ah ouais, absolument. Si vous voulez, moi j'ai travaillé effectivement sous les ordres de Jean-Pierre Raffarin, de Dominique de Villepin et de François Fillon, donc c'est pas mal. Et puis j'ai eu l'occasion de travailler avant, mais là y compris avec à l'époque de l'équipe du président Mitterrand. Et puis par ma famille, j'ai été proche du général. Vous êtes le neveu de Pierre Juillet, oui, c'est ça. Mon oncle Pierre Juillet a été le conseiller de Chirac, de Pompidou. Bon. Et ma tante était la secrétaire du général. Donc si vous voulez, donc moi j'ai suivi toute l'histoire, quoi. Et alors cette histoire, est-ce que ça nous évoque la fameuse phrase de Karl Marx, l'histoire, c'est d'abord un premier acte, une tragédie, et ça se répète en farce. Est-ce qu'on est presque là, sans exagérer, mais quand même?
Je crois qu'effectivement, moi je crois à la dérive, si vous voulez, aux dérives dans les civilisations, dans les sociétés. Je me suis beaucoup intéressé, je m'intéresse toujours beaucoup à l'histoire, et c'est vrai quand on regarde par exemple la bascule ou l'effondrement de certaines civilisations, de certains systèmes, empires, oui, exactement, certains empires, on s'aperçoit qu'il y a une dérive qui s'est aggravée, et puis à un moment, ça explose. Hein. Et là, c'est vrai qu'on a un certain nombre de questions qu'on peut se poser quand on voit effectivement autour de nous un certain nombre de ces dérives. Alors, il ne s'agit pas de dire c'est mal ou c'est bien, il s'agit de constater. Moi, je suis un homme de constat, d'analyse et de constat. Moi, je suis très froid. Mais alors, parlons un peu de ces dérives. Vous pouvez nous donner quelques exemples de ces dérives, à votre avis? Si vous voulez, déjà, il y a la dérive de l'autorité. La dérive, ce que j'appelle, moi, la dictature des minorités. Quand on est dans une démocratie, c'est la majorité qui dirige. C'est le principe même de la démocratie. Certes. C'est la majorité qui dirige, ce n'est jamais une minorité. Quand on est dans royauté, il y a un individu qui dirige, le roi, qui dirige, mais qui est obligé de gérer à long terme parce qu'il faut qu'il assure la succession pour ses propres enfants. Bien sûr. Donc il ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que sinon, c'est la révolution et ses enfants perdent le pouvoir. Donc, il est coincé par un système, si vous voulez. Bon, l'Empire, en général, quand ils ont pris le pouvoir dans l'Empire, ils essaient toujours ensuite de faire passer les enfants. Là encore, on retrouve donc l'héritage. Voilà, l'héritage. Alors, quand le système, justement, n'a plus de vision, alors, si vous voulez, quand il y a une dictature des minorités qui impose en permanence sa vision, qui est totalement minoritaire, mais en faisant tellement de bruit qu'elle s'impose aux majoritaires. Bon, déjà, on est dans une dérive. Alors, quand je dis ça, moi, je dis pas uniquement ça pour dire, c'est des dérives communautaires ou autres. Non. C'est aussi la dérive des élites par rapport au peuple. Oui, la dérive de l'élite par rapport aux ouvriers, c'est la dérive de certains types d'intellectuels par rapport à d'autres. C'est des dérives, on les assise dans tous les sens, et on a des dérives dans tous les coins, si vous voulez. Il faut pas qui engendre les divorces entre peuple et élite, entre peuple et pouvoir, etc. L'argent aussi, ce qu'on appelle la plutocratie. La plutocratie, c'est une démocratie dans laquelle ce sont les riches qui dirigent. Bon. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on est dans une plutocratie, puisqu'on voit bien que c'est le montant de l'argent pour la campagne, pour l'élection du président, fait que celui qui a le plus d'argent a le plus de chances de gagner. Et on voit bien aussi que ceux qui font la course sont tous des gens extrêmement riches. Donc, on est bien dans une plutocratie. On n'est plus dans une démocratie. Et en France, aujourd'hui, à votre avis? En France, moi, je pense déjà qu'on est dans un système élitiste. Totalement élitiste, puisqu'un petit groupe veut diriger les autres, et la meilleure preuve en est, c'est le refus du référendum. Et oui, tout système qui permet de donner la parole au peuple est refusé systématiquement par le pouvoir, parce que pour eux, le peuple, on ne doit pas l'écouter. On doit imposer au peuple ce que nous on veut, ce qui n'est pas du tout la même chose. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes le camp du bien, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Exactement. Donc vous n'avez qu'à nous écouter. Et vous n'avez rien à dire. Voilà. Et donc s'ensuit, on l'a vu, gouvernement par la peur, management par le chaos, et attention, restez chez vous, sinon il va vous arriver des problèmes. Exactement. Et il y a des manipulations tout le temps. Alors, on parlait tout à l'heure d'opérations d'influence. Alors, au niveau international, c'est clair, ça n'arrête pas, mais au niveau national aussi. Le système qu'on appelle de la pensée unique, c'est-à-dire il faut penser comme on vous dit de penser. Bon, et si vous ne pensez pas comme ça, vous êtes un misérable, vous êtes un complotiste, vous êtes un dangereux individu. Bon, comme disait Béard, celui qui pense. Le premier qui a dit la vérité, il sera exécuté. Il faut l'éliminer. Exactement. On est en plein dedans. Parce que on a eu de vérité et on veut absolument que ce soit la vérité de tous. Et ça, c'est très malsain. Mais est-ce que ça n'amène pas, Alain Juillet, ça m'intéresse aussi votre ressenti là-dessus, en tout cas votre réaction, est-ce qu'au fond, c'est pas le pauvre Montesquieu qui doit se retourner dans sa tombe 20 000 fois? Est-ce qu'on souffre pas vraiment, plus qu'aux États-Unis, de l'absence de contre-pouvoir? Où sont les contre-pouvoirs? Oui, je suis d'accord avec vous. La force des États-Unis, c'est que vous avez, à côté de ça, le système a été conçu pour avoir des contre-pouvoirs. Il faut dire aussi que c'est une fédération, fédération d'États, les États-Unis, et les États-Unis d'Amérique. Ils sont unis, mais chaque État a sa spécificité. Tout à fait. Et donc, c'est pas si facile que ça. Le fédéral n'a qu'un pouvoir sur un certain nombre de choses. Pas sur tout.
Aux États-Unis, un certain nombre de règles sont faites selon les États, et puis chacun est indépendant. Là, chez nous, c'est pas du tout pareil. Nous, on a un système qui, au contraire, je trouve qu'il est en train de devenir... Il y avait une tentative à l'époque du président Mitterrand, à l'époque, il y a une tentative de décentralisation, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est en décentralisation. On est en recentralisation. Jamais le pouvoir n'a été concentré dans aussi peu de mains. C'est clair. Il faut bien le dire. Si vous regardez l'histoire de France, je crois que c'est... Bon, il faut remonter très loin pour retrouver un système comme celui-là. Et ça arrive au point, c'est intéressant, il y a l'exécutif, donc il fait tout, et ça arrive au point que le législatif, le Parlement, où l'exécutif n'a pas la majorité, malgré ça, ils font passer ce qu'ils veulent. Enfin, l'exécutif fait passer ce qu'il veut. Oui, mais et là aussi, ça pose un problème, si vous voulez. D'un côté, c'est bien... Quand on dit on peut arriver à faire des alliances qui font qu'on crée des majorités temporaires pour faire passer des textes, mais ça pose un autre problème par contre, c'est que est-ce que c'est bien raisonnable de voir un certain nombre de décisions qui sont prises qui vont à l'opposé de ce que pensent les gens et de ce que souhaitent les gens? Alors, on vous dit oui, mais nous savons. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut quand même arriver. Il faut pas mépriser le peuple. Il faut pas mépriser les gens. Surtout dans un pays comme le nôtre où le niveau culturel, le niveau social et autres, quoi qu'on en raconte, a monté. Hein, certes, c'est pas le bac est une catastrophe, mais le niveau du bac est pas bon. Mais il n'empêche quand même que par rapport à l'époque où on se glorifiait d'avoir un certificat d'études. Et où moi, à mon époque, quand j'ai commencé, quand on avait le brevet, on était respectable, et le bac, on était un grand monsieur. Bon, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est pas ça. C'est la même chose. Donc, effectivement, on l'oublie, ça. On dit, oui, on est fichu. Juste un mot avant, et nous allons prendre des auditeurs aussi, Alain Juillet. Est-ce qu'à votre avis, on va, sans faire ni les Cassandres, ni les prophètes de mauvais augure, est-ce qu'on pourra éviter que ce soit au niveau de l'Europe ou au niveau de la France des affrontements qui sont assez aigus, sinon violents? Est-ce qu'on va vers... Est-ce que pour résoudre ces problèmes-là, est-ce qu'il faudra trancher un nœud gordien ou on pourra l'éviter, à votre avis? Moi, je pense que les problèmes de ce genre viennent quand l'État n'est pas fort, si vous voulez. Et quand je suis profondément républicain et démocrate, je précise tout de suite pour qu'il n'y ait pas d'interprétation de ce côté-là. Bien sûr. Mais ceci étant, il est clair qu'il faut une autorité de l'État qui soit indiscutable. La montée des incivilités, c'est très intéressant cette affaire des incivilités, parce que quand on voit la montée en France des incivilités qui ont commencé par mal se comporter, banalement, insulter les gens, faire des doigts d'honneur en voiture quand on faisait une queue de poisson, enfin bref, des trucs assez simples en définitive, mais qui maintenant sont au coup de couteau, parce que vous avez mal regardé quelqu'un ou que vous lui plaisez pas. Bon, ça pose un énorme problème. Si vous voulez. Bon, eh bien, là-dedans, comment faire? Il n'y a pas de problème, c'est l'autorité. Le seul moyen pour arrêter ça, c'est l'autorité. L'éducation, bien sûr. Mais l'éducation, il faut aussi l'autorité, parce que sinon, ça sert à rien. Mais Alain Juillet, tous les jours, il y a je ne sais combien de centaines de coups de couteau, combien de tabassages, combien... Alors, je dis pas, on me dit ça existait, mais pas à ce niveau-là. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Vous en témoignez, vous le savez. Non, il y avait des coins. Regardez à Paris, au 19e siècle, vous traversiez un pont la nuit, vous aviez toutes les chances de vous faire attaquer. D'accord. Oui, d'accord. Mais c'était dans certains coins. Dans les classes, c'est généralisé. Bon, mais là, c'est généralisé. Là. Quand vous avez dans les écoles des jeunes qui sortent le couteau et qui poignardent la fille ou le gars qui est en face, c'est absolument aberrant. Tout à fait. Et là, à un moment, on dit stop. Or, on voit bien que, sous la pression des minorités, sous la multiple minorité, on ne dit rien. Personne ne dit stop. Oui, on condamne. On dit, ça parole, comme disait Dalida, parole. Hein. Mais moi, les paroles, si vous voulez, je trouve qu'on est effectivement dans un gouvernement de la parole. Tout le monde parle très bien, ça, je suis le premier à le reconnaître. Mais et si on parlait d'action? Disons si on faisait. Et oui, si on agissait un peu plus quand même. Ouais, non, mais il serait temps, on en parle tout de suite avec on retrouve après la pub, qui nous ont appelé au 0826 300 300, les auditeurs de Sud Radio. Et on retrouvera Annie du Vaucluse. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face d'André Berkoff. Et vous avez la parole au 0826 300 300. Et on accueille Annie du Vaucluse. Bonjour Annie. Bonjour Annie. Bonjour à tous. On vous écoute Annie. Ouais. Moi, je suis catastrophée parce que quand on voit qu'il y a tout confondu, je mélange tout, 17 milliards d'euros à l'UNEDIC qui sont détournés. Où va cet argent? Qui en profite? Il n'y a personne qui fait rien pour récupérer cet argent. Ça fait des années que ça dure, ça continue. On a l'impression d'être dans une république bananière et ça devient insupportable. Je vote, mais ça devient insupportable. Ça devient insupportable. Alors, où va l'argent, Alain Juillet? C'est vrai que voilà. Non, mais on se dit qu'on a 3 000 milliards et quelques de dettes, on sait très bien, on va pas rentrer là-dedans, c'est complexe. Mais quand même, c'est vrai que les gens se disent, est-ce qu'il n'y a pas assez d'argent pour assurer un minimum de sécurité face aux incivilités? Non. Apparemment, non. C'est-à-dire qu'il y a comme vous le dites, le premier problème d'abord, c'est une fois qu'on a identifié on a identifié un certain nombre de problèmes, comme le rappelle cette dame. Il y a des domaines dans lesquels on sait très bien qu'il y a des fuites énormes. C'est l'histoire des centenaires en Algérie. Vous savez que dans la retraite, on paye des retraites à une quantité incroyable de centenaires en Algérie. Bon, évidemment, ils sont morts, les pauvres gens. Mais on n'a pas déclaré leur mort. Oui, vous savez qu'il y a 75 millions de personnes ouvertes à l'assistance sociale, à la sécurité sociale, et on est 67 millions. Non, mais exactement, c'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, on voit bien, il y a des chantiers extraordinaires d'économie. Seulement, d'un côté, il faut qu'il y ait une volonté politique de dire, voilà un chantier sur lequel on va se mettre, et on se donne 1 an, et dans 1 an, on aura réglé le problème. Et si on fait ça, on peut. Bien sûr. Seulement, celui qui va annoncer ça, il va avoir contre lui toutes les associations possibles, inimaginables, que nous finançons en plus, car c'est nous qui les finançons, qui vont dire « Ah mais non, vous pouvez pas faire ça, parce que là-dedans, il y a des pauvres malheureux, on va les mettre en difficulté, ou ainsi de suite. » Non, je crois qu'à un moment donné, vu la situation financière de la France en particulier, parce qu'elle est quand même catastrophique, là, on a pris le chemin de la Grèce quand même, on est plus gros, mais on a pris le chemin de la Grèce. Bon, on a des dettes de tous les côtés, il faut commencer d'abord par faire le ménage chez nous. D'ailleurs, c'est ce que nous reprochent les Européens. Bien sûr. Quand tous les pays européens disent, vous nous donnez des leçons, mais commencez d'abord par nettoyer chez vous. Et commencez par arrêter les fuites, on peut dire, qu'il peut y avoir, comme ça a été évoqué dans un certain nombre de domaines. Bon, là, comme vous le dites, la sécurité sociale. Bon, si on arrivait à réduire de 7 millions, 7-8 millions les frais, de 7 millions d'individus, les frais de santé, je vous garantis qu'on fait une sacrée économie au niveau national. Et quand on sait que les pertes s'élèvent à 50 milliards, rien que sur le domaine des fraudes sociales. Mais oui, exactement, vous vous rendez compte. Pas mal. Mais vous vous rendez compte. Alors on est en train de dire, il faut trouver 10 milliards pour faire des économies, parce il faut qu'on paye les intérêts de la dette. Enfin, maintenant, c'est plus 10, on savait 20 et plus. Mais bon, on a ça. Et alors pourquoi effectivement, on ne fait pas ça. Alors on vous dit, on a gagné, on surveille le Mais vous dites c'est une question de formation, vous disiez, en antenne, Alain Juillet. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas préparés à la guerre. Quand je dis la guerre, pas seulement à la guerre militaire, mais à l'affrontement, à prendre des décisions. Oui, voilà, moi je pense qu'il faut du cours. Il faut pas uniquement parler. Le problème, c'est que nous sommes dans la civilisation de la parole. Alors, on parle, et celui qui parle le mieux, c'est celui qu'on choisit. En gros, c'est ça. Bon, le problème, c'est que dans la vie, c'est pas comme ça. C'est pas par des paroles qu'on réussit sa vie, c'est en travaillant, et en agissant. Surtout, ils sont payés pour ça, pour faire. Ben oui, le politique, il doit agir. Mais agir, ça veut dire agir fermement. C'est-à-dire ne pas s'adapter en permanence, si vous voulez, au gré des vents, au sondage, mais d'avoir une vision. Parce que, vous savez, un des problèmes de la France aujourd'hui, c'est le manque d'espérance. Pourquoi les gens sont désespérés? Pourquoi ils ne sont plus, il n'y a pas d'espoir pour le futur? C'est parce qu'on leur parle jamais du futur. Nos politiques, ils vous parlent au plus tard de la prochaine élection. Mais il n'y a pas de vision. À l'époque de De Gaulle, à l'époque de Pompidou, à l'époque de même de Mitterrand, ils vous disaient, dans 5 ans, dans 10 ans, voilà où on va aller.
Donc ils avaient une vision et on mobilisait les gens autour de cette vision. Bien sûr. Là, on n'a pas de vision. Je mets au défi quelqu'un de me dire ce qu'on va faire dans 3 ans ou dans 5 ans. Personne n'en sait rien. Dans tous les domaines. La vision, c'est Ursula von der Leyen. Oui, voilà, la vision, c'est Madame von der Leyen. Donc, alors en plus, si vous voulez, ça devient aberrant. On parlait de Madame von der Leyen, mais Madame von der Leyen, j'ai découvert récemment que notre président, c'est lui qui l'a fait élire. Vous vous souvenez qu'au départ, les Allemands avaient un autre candidat, Manfred. C'est Macron qui a intervenu. Oui, c'est le président Macron qui est intervenu pour faire élire von der Leyen. D'accord. Bon. Et maintenant, j'ai découvert la semaine dernière qu'il ne la soutient plus. Et pourtant, c'est elle qui l'invite à Paris pour voir Xi Jinping. Il y a des moments où je comprends plus. Chinois. Oui, mais il y a des moments où je comprends plus. Et si je comprends pas, je pense que beaucoup de Français comprennent pas. C'est clair. Merci Lucien. encore à Annie du Vaucluse et on va à Bergerac avec Frédéric. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Frédéric. Bonjour André, bonjour Monsieur Juillet, et puis bonjour à votre équipe. Voilà, moi je suis fervent auditeur, donc je vous félicite toujours pour votre émission. Merci. Voilà, par rapport à ce que vient de dire Monsieur Juillet, et puis si on fait la synthèse de tous les débats abordés dans l'émission, et comme disait Monsieur Juillet, avait l'air de dire tout ce qu'on peut faire, on le fait pas. Moi je pense que le pouvoir politique français s'est abandonné à l'Europe. Quitte à faire même nous mettre dans une faillite pas possible, en disant qu'un jour il y aura un euro numérique et puis qu'on vivra dépendant du système européen. Donc s'il n'y a plus de sous en France, et bien comme ça, l'Europe prendra le pouvoir global de tous les États. On aura fini le travail. Enfin, ils auront fini le travail parce que moi c'est pas du tout mon idée. Et je pense que c'est ça. Mais moi, par contre, je dis attention parce que quand on disait aujourd'hui, on lutte pas contre les fraudes, on lutte pas parce que les gens, moi je connais tous les milieux, je connais les milieux de gens qui ont beaucoup d'argent, ils savent pas ce qui se passe. Ils écoutent pas la télé, ils écoutent un flash, un média mainstream pour être informés. Ils écoutent pas, ils vous écoutent pas. Ces gens-là, quand vous leur parlez, des fois, moi j'ai vu des gens ahuris qui me disent mais Fred, mais qu'est-ce que tu es informé? Je dis mais je suis pas plus informé que ça. Je passe pas mon temps sur Twitter. J'écoute, je vous écoute. Vous écoutez sur radio. Je me dis attention parce que peut-être qu'un jour. Mais déjà, ça fait beaucoup d'informations. Et moi, j'ai dit attention, et je voulais poser la question à M. Juillet, voir ce qu'il en pense. Allez-y. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais quelque part, on n'est pas concerné, on n'écoute pas. Moi, je pense qu'il devrait y avoir un journal européen pour tenir, avant les élections, dire qu'est-ce qui se passe dans l'Europe. Parce qu'on demande des gens à voter. Moi, j'irai voter. Je demande à tout le monde d'aller voter. Mais qu'est-ce qui se passe en Europe? Les gens ne le savent pas. Et je pense qu'il peut y avoir une réaction, par contre, un choc. C'est le jour où on va se rendre compte que l'Europe peut faire les poches de ceux qui ont des sous. C'est pas mon cas. Je dis que là, peut-être qu'on va s'attaquer à la poche des gens, ça pourrait réagir différemment. Alors, Frédéric, on va... D'accord, Pierre Juillet, effectivement, est-ce que l'Europe va nous faire les poches? Est-ce que c'est parti vers ça? Est-ce qu'on va être tondu par l'Europe et est-ce que les gens aussi savent, parce que juste un mot, ce qui est étonnant, c'est qu'on a 400 médias, on a les réseaux, etc. Et effectivement, sur le plan, il dit mais on ne sait pas, on n'est pas au courant. Alors c'est vrai alors, ce que dit ce monsieur sur le fait que beaucoup de gens ne sont pas au courant parce qu'ils ne cherchent pas à être au courant. C'est ça. C'est à eux de le faire. C'est à eux. Il faut quand même que le citoyen, il doit quand même faire un minimum d'efforts pour comprendre ce qui se passe. Alors c'est vrai qu'au niveau du politique, il faut qu'il communique aussi, mais au niveau des médias, il faut qu'il y ait une communication pour informer, mais il faut aussi que les gens soient intéressés, parce que il faut bien reconnaître qu'en France, une bonne partie des gens ne sont absolument pas intéressés par ce qui se passe ailleurs. Et quand quelque chose de mauvais leur tombe dessus, ils disent c'est pas normal, c'est pas bien. Oui. Non. Alors j'ajouterais une chose quand même, mais là-dessus sur l'Europe, je crois qu'il faut être prudent aussi, c'est que nos politiques, mais ça c'est pas d'aujourd'hui, mais c'est vraiment de plus en plus le cas, nos politiques ont toujours tendance à reporter des décisions difficiles sur l'Europe. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui ne plaît pas en France, on dit, vous savez, nous on était contre, mais l'Europe nous l'a imposé. Ouais. Il y a un phénomène actuellement très intéressant là-dessus, c'est quand ils ont voté une loi disant qu'on allait, au niveau européen, les décisions ne seraient plus prises à l'unanimité, mais à la majorité, ce qui est très grave, parce que ça veut dire que on peut se faire court-circuiter.
Total. Et quand vous Ça savez veut dire qu'on fait des alliances et on fait n'importe quoi. Exactement. Enfin, ouais. Quand vous voyez l'initiative des Trois Mers, enfin les pays de l'initiative des Trois Mers qui sont les 13 pays anciennement proches de l'Union soviétique, les premiers qui étaient dans l'Union soviétique, 13 sur 28, s'ils votent tous ensemble, il suffit d'une voix de plus et puis nous on ne parle plus. Donc, si vous voulez, ça c'est très grave, ce genre de choses. Eh bien, quand vous regardez, qu'est-ce qui se passe ? Personne n'en parle. C'est vrai. C'est l'histoire de majorité simple et personne n'en parle, alors que c'est un problème fondamental pour l'Europe dans laquelle nous rentrons. C'est fondamental. Et ça a été voté par certains partis français. Et c'est vrai. Donc, vous voyez, ça pose des questions, ça pose de vraies questions. Et Alain Juillet, on arrive presque au terme de l'émission. Ce que vous dites, en fait, la vraie question, c'est une question de courage et une question vraiment de volonté, c'est ça ? Absolument. C'est ça. Absolument, parce que le politique, en définitive, comme on le disait, quand le citoyen ne s'informe pas suffisamment, le politique, lui, il a les moyens d'être informé en permanence. Tout à fait. Donc, c'est à lui. Mais au lieu de faire de la politique, je dirais, politicienne, il faut qu'il prenne des décisions. Celui qui est au pouvoir, les partis au pouvoir, doivent exercer une véritable pression courageuse pour aller dans le bon sens. Même si ça ne plaît pas. Or, aujourd'hui, le drame, c'est qu'on suit les sondages, on marche au sondage, Et comme on marche au sondage, on essaie d'endormir les gens par des paroles, mais que quand il s'agit de passer aux actes en disant maintenant on va faire quelque chose de sérieux, ça ne peut pas continuer comme ça, il n'y a plus personne. Et rappelons la phrase très connue de Winston Churchill, la différence entre un homme d'État et un politicien, c'est comme l'État pense aux futures générations, le politicien pense à sa réélection. Exact, et on est en plein dedans. Et on est en plein dedans. Merci Alain Juillet. Merci. Merci beaucoup Alain Juillet, merci beaucoup chers auditeurs d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Tout de suite l'émission de Brigitte Lahaye, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.